Bonjour à tous, je suis très ravi de vous retrouver ce matin. J'espère que vous portez bien. Vous savez, c'est timide, hein, vous me connaissez bien déjà. Est-ce que ça va? Voilà, super, merci infiniment. Je suis très heureuse de pouvoir encore faciliter ces deux sessions de panel. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de faciliter ces échanges très enrichissants entre deux acteurs clés, deux figures de proue, notamment qui travaillent à optimiser les paiements, le système de paiement transfrontalier et surtout pour éliminer les barrières au commerce intra-africain. Mesdames et messieurs, aidez-moi à recevoir sur cette scène M. Wankelele Mene et professeur Orama, président de Afreximbank, président et PDG d'Afreximbank. Thank you. Okay, thank you. Okay, we will start now. So, you all know. Alors, vous êtes tous ici sans l'ignorer, dans cette assistance que, et d'ailleurs c'est le cas pour tout le monde, que vous êtes tous deux, n'est-ce pas, pleinement engagés dans la lutte pour ôter les barrières au commerce intra-africain et surtout pour créer un espace propice à la zone de libre-échange la plus grande au monde et en faveur, bien sûr, de les communautés économiques régionales et aussi de protectionnisme. Alors, la première question va à l'endroit de chacun d'entre vous. À quel, on va dire, selon vous, quel est le niveau de barrière aujourd'hui à la circulation des capitaux en Afrique? À quel point cela est important? Je voudrais d'abord remercier tous nos participants, toute l'assistance d'avoir répondu présent à ce panel. Et pour moi, je ne saurais trouver un panéliste de meilleur calibre que mon cher frère, Wakeleme. Il faut dire qu'au cours de ces 65-67 dernières années, les barrières ont été manifestes, ont été exponentielles et ne cessent d'ailleurs de se creuser davantage dans le système financier en matière d'échanges commerciaux de nos matières premières. Donc il faut dire que c'est quelque chose qui affecte la vie économique de l'Afrique et cela a eu une incidence négative sur cette économie. Donc la ZLECAf a pour objectif principal de lever toutes ces barrières et pour pouvoir créer un seul marché à l'échelle des 47 pays qui sont aujourd'hui signataires et qui ont aussi ratifié cet accord portant création de la ZLECA. Et il y a un protocole, le protocole sur les échanges des services, a pour objectif de libéraliser les échanges et les services financiers pour briser les barrières. C'est l'objectif 1. L'objectif 2, c'est de mettre en place un cadre réglementaire qui soit harmonisé en faveur des services financiers sans incidence négative ou sans empiéter sur le droit des banques centrales qui ont pour rôle de réguler ces transactions au niveau national ou régional lorsqu'on parle des banques régionales. Donc avec ces deux objectifs qui sont de libéraliser les services financiers et d'un point de vue commercial, ainsi que mettre en place un cadre réglementaire harmonisé pour les services financiers, nous allons prendre des dispositions en faveur de la facilitation de la circulation des capitaux. Nous avions eu l'opportunité lorsque nous parlions de la circulation des capitaux, surtout grâce à la ZLECAf, nous avons l'opportunité
nous avons eu l'opportunité de mettre en place, n'est-ce pas, un cadre réglementaire à cette fin. Pourquoi? Parce que la ZLECAf, c'est le seul instrument dont nous disposons qui soit à la fois panafricain et qui est mis en place dans le cadre des actions de l'Union africaine. Donc, on doit pouvoir créer les conditions qui vont avec la circulation des personnes. Nous n'y sommes pas encore, la discussion n'est pas encore entamée, mais je veux croire qu'il y a, bien entendu, une opportunité pour nous de parvenir au point de l'intégration ou sinon de la prise en compte de la circulation des capitaux. Et à ce stade, pour répondre à votre question, si vous vous souvenez bien, lorsque l'Union européenne a initié a posé ses fonds baptismaux, elle cherchait surtout à promouvoir l'intégration. Et aujourd'hui, l'Union européenne se situe à sa dernière étape d'intégration. Mais ça n'a pas commencé par la libre circulation des capitaux, mais ça a commencé par le European Coincident PEC, c'est-à-dire le système de facilitation des règlements des paiements. Et donc, on essaye maintenant de mettre en place un modèle d'intégration qui évolue graduellement et qui permet de se doter des règles harmonisées. Donc, je pense, pour ma part, que là où nous en sommes aujourd'hui, en matière de ZLECAf, nous donne une opportunité exceptionnelle pour accélérer l'intégration et de créer les conditions requises pour la circulation des capitaux. Alors, j'ai une autre question. En ce qui concerne les politiques budgétaires et fiscales, quelles sont vos perspectives à ce niveau? Quelle est votre vision? Eh bien, il faut dire que la vision, c'est qu'à l'horizon 2025, surtout pour 90% des produits qui sont échangés, c'est de faire en sorte qu'ils bénéficient de zéro droit de douane et aussi jouir d'une libre circulation à travers les frontières. Et je pense que c'est une ambition assez énorme et c'est tout à fait réalisable d'ailleurs. Et on peut le faire à travers les différentes communautés économiques régionales. Donc la réduction des tarifs ou sinon leur élimination permettra de renforcer les actions de cette zone de libre-échange en faveur de l'intégration. Bien sûr, il existe quelques préoccupations relatives au protectionnisme, au nationalisme. Bien sûr, cela a été envisagé. Et c'est ce qui a fait appel au lancement de plusieurs outils pour pouvoir atténuer ces questions. Par exemple, lorsque nous sommes d'éliminer les tarifs, la question c'est comment faire en sorte que on puisse prendre en compte les préoccupations des pouvoirs publics liées au PET, des recettes fiscales qui sont consécutives à l'élimination de ces barrières. Donc, nous, au niveau de la ZLECAf, nous avons un fonds d'ajustement qui vise à accompagner les pays qui prendront part à cette transition et pouvoir combler les pertes en termes de pertes de revenus. Et donc, les études ont été déjà réalisées et ces études révèlent clairement que le fonds d'ajustement de la ZLECAf, qui est déjà capitalisé au niveau de Afreximbank, qui en ce moment s'élève à $1 milliard. Nous allons même augmenter cela d'ailleurs. Son objectif est bien sûr d'éliminer ces tarifs et faciliter la libre circulation des denrées à l'échelle transfrontalière. Merci infiniment. Je pense que la transition est toute trouvée. Aujourd'hui, la ZLECAf bénéficie de ce système de paiement et de règlement qui a été lancé l'année dernière. Et cela, bien sûr, a jeté les jalons, cher professeur Rama, mais je pense que cela a vu le jour dans une période assez complexe. Et parce qu'aujourd'hui, on sait que le gros des transactions financières ont cours dans le monde informel. Alors, comment est-ce qu'on peut faire face à cela? Les problèmes d'inflation et bien d'autres. Donc, à ce jour, comment est-ce que le PAPS ainsi que les autres innovations numériques s'y prennent pour pouvoir faire face à ces défis dans ce contexte? Merci infiniment. Permettez-moi aussi de
ajouter ma voix à mon cher professeur Rama en remerciant les publicateurs de Jeune Afrique pour la tenue de ce panel et surtout de m'y avoir associé et aussi pour pouvoir souhaiter la bienvenue à mon cher frère Warren Keller qui est ici. Donc merci à tous ceux qui sont dans ce parterre pour prendre part à cette rencontre. Alors ce que nous observons sur le continent aujourd'hui est une situation qui est pratiquement insoutenable. Et ces évolutions qui ont cours aujourd'hui, il faut dire que cela rend la situation encore plus intenable. Nous avons consacré 60 ans depuis notre indépendance à travailler, mais nous sommes restés aujourd'hui le continent du potentiel et le potentiel n'a jamais été déployé, libéré. À l'école, on nous disait toujours l'Afrique est dotée d'un gros potentiel. À l'école primaire, c'était identique, à l'école secondaire, identique, à l'université également. L'Afrique a un gros potentiel. Et aujourd'hui, je travaille depuis des années, j'entends toujours l'Afrique a un gros potentiel. Mais quand est-ce que ce potentiel sera déployé et libéré? Je me dis qu'il faut mener des actions pour changer les choses. Et le plus gros défi face à cela, c'est la fragmentation dont notre continent est l'objet. La balkanisation qui a été faite visait des objectifs coloniaux, de sorte à ce que on soit dépendant de ces pouvoirs coloniaux. Et ça a été bien documenté d'ailleurs. Alors, donc si c'était là une stratégie qui visait à accompagner quelque chose qui a pris fin dans le temps, alors bien sûr, tout ce que nous devions faire, c'est de pouvoir maintenant contourner cette stratégie. Et cela, pour y parvenir, il faut qu'on puisse le faire ensemble. Nous avons près de 87 000 kilomètres de frontières, 42 devises. Et lorsqu'on veut acheter peut-être un produit, un bien ou encore une denrée de l'autre côté de la frontière, il faut aller vers un endroit précis pour faire des échanges, et même à 2 reprises d'ailleurs. Et quand vous achetez cette devise, vous allez aller encore acheter une autre devise étrangère, et au bout du compte, on aura dépensé près de 5 milliards simplement parce qu'on cherche à faire un paiement au-delà des frontières. Et comme je l'ai précisé tantôt, à cause du fait que nous sommes confrontés à cette balkanisation ou les effets de la balkanisation, on ne sait pas tous ceux-là qui opèrent au-delà des frontières. Ceux qui les connaissent, ce sont les opérateurs économiques informels. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont, ils se retrouvent quelque part, ils prennent un peu d'argent, quelques milliers de dollars, ils traversent la frontière, ils achètent et ils reviennent. Mais ce n'est pas suffisant. Vous savez, le gros des activités commerciales se font dans ces pays-là, en Chine, aux États-Unis, tout ça, mais les acteurs en Afrique ne connaissent pas ces choses. Donc, aujourd'hui, il faut indiquer que ce que fait le pape, c'est justement de changer ce paysage, changer ce visage pour intégrer ces 42 devises, ces 42 systèmes de paiement pour pouvoir les fusionner en un seul système. Et cela nous permet aussi de pouvoir domestiquer l'ensemble de nos paiements ici en Afrique. Par exemple, si je veux acheter quelque chose en Côte d'Ivoire, peut-être au Ghana, tout ce que j'aurais à faire, c'est de pouvoir l'acheter à partir d'ici. C'est-à-dire que j'ai mon CFA, puis j'achète, et les Ghanéens, et ils vont utiliser le CIDIS comme le produit de ces échanges commerciaux. Donc, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est de renforcer les choses et formaliser les activités des acteurs informels, de sorte à ce qu'ils puissent eux aussi faire les paiements depuis leur position à travers leur téléphone portable. Je me dis, à terme, cela permettra de pouvoir documenter maintenant ces échanges commerciaux, les rendre formels, de sorte à ce que maintenant, les échanges puissent émerger. Ce qui fait qu'on n'y parvient pas, c'est justement ces barrières qui sont liées aux échanges informels qui ont cours. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est la preuve des échecs institutionnels qu'on observe. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de passer d'un point à un autre pour faire des échanges. Mais eux tous le font à travers
des acteurs informels. Mais nous, on se dit, grâce à un tel système, ces acteurs peuvent faire des transactions sans se retrouver paralysés ou handicapés par des barrières de devises étrangères. Et ça va permettre non pas de les éliminer, mais de les rendre plus formels et de les faire connaître par les pouvoirs publics et aussi aider ce gouvernement à capter ces flux auxquels ils n'ont pas accès à ce jour. Voilà ce que le PAPS va nous offrir. Et à ce jour, nous sommes ensemble à la phase même de commercialisation du PAPS. Et surtout, nous avons déjà pris des actions pour accompagner des pays qui l'utilisent déjà à travers des fonds à hauteur de près de 5 millions de dollars. Et au fur et à mesure que ça s'étendra, on va aller jusqu'à près de 3 milliards de dollars. Et donc, je voudrais à ce stade remercier mon frère Wamkele pour le partenariat établi dans ce sens. Et bien sûr, toutes les banques centrales qui nous accompagnent dans ce sens au niveau de l'Union africaine seront aussi associées. Merci. How PAPS and the digital Merci de nous expliquer le contexte de la situation qui prévaut maintenant. Quelle est votre évaluation du déplacement des capitaux à travers les frontières au niveau du secteur privé? Le coût est énorme. Pourquoi? En fait, c'est à cause de la balkanisation qui existe. Et nous avons identifié les différentes barrières qui existent toujours, mais grâce à la ZLECAf, nous allons continuer à éliminer ces barrières. Juste deux exemples. En 2019, les échanges, en 2019 seulement, les échanges étaient énormes. Lorsque le professeur Rama a évoqué des coûts relativement au PAPS, en fait, le coût de la convertibilité des devises est estimé à 50 milliards de dollars chaque année. 5 milliards. Et pour dire qu'il y a des contraintes à cause de ces coûts élevés qui empêchent les échanges, le déplacement des différents capitaux à travers les frontières. J'ai échangé avec un CEO d'une banque africaine. Il a une filiale au Kenya et une autre 15-20 kilomètres à Goma, en RDC. Les transactions mensuelles sont entre 65 000 et 70 000 dollars. En fait, pour dire que s'il veut échanger avec l'autre filiale, il faut passer par New York. Mais parce qu'il faut payer des taxes qui s'élèvent à environ 2 millions de dollars l'année. Mais cela va étendre les délais 2 à 3 jours avant que la transaction parvienne ou atterrisse dans la filiale située à Goma. 2-3 jours, l'agent est logé là-bas dans la banque correspondante à New York. C'est une contrainte assez importante contre l'avancée des actions et également cela va bloquer le mouvement des capitaux. Nous devons élaborer des outils assez sophistiqués afin de permettre aux capitaux de se déplacer d'une frontière à une autre. Et je pense que le PAPS œuvre dans ce sens. Et l'autre étape va consister à la mise en place de cadres réglementaires. Et je pense que dans le cadre de la ZLECAf, il y a une opportunité parce que c'est le seul instrument juridique qui soit panafricain et qui a un effet juridique immédiat au sein des différents États qui ont fait la ratification.
Et au niveau du Nigeria, nous avons débattu de cette même question. Comment nous assurer que cet instrument, que la ZLECAf peut aider à financer nos services et également, cela revient à nos agents chargés de la régulation au niveau national. Il faut s'assurer de la stabilité des systèmes financiers, la régulation prudentielle et également la supervision des banques, l'octroi des licences et autres. Et tout cela va aider au niveau national. Nous ne voulons pas interférer dans les missions des agences de régulation. En fait, il faut faire en sorte qu'il y ait une harmonisation du système financier en Afrique afin de surmonter ces coûts liés à la conversion des différentes devises. Et parce que avec l'absence de système régulatoire pour les systèmes financiers en Afrique, nous encourageons la ZLECAf à atteindre ce objectif. Il ne faut pas commencer un nouveau processus concernant la convergence au niveau continental si l'instrument existe déjà afin d'atteindre l'objectif en question. Merci. Est-ce que je peux poser une question? Marie, une toute dernière. Alors, je voudrais vous poser la toute dernière question, parce que vous parlez de banques correspondantes. Si des systèmes comme le PAPS vont permettre de limiter ce genre de situation à l'extérieur du continent, c'est une bonne nouvelle pour les banques locales, mais qu'en est-il des banques internationales sur le continent? Très bien, merci à vous. Mais les banques internationales ont leur place. Au niveau d'Afrexim Bank, nous pensons que les banques africaines doivent prendre l'initiative au niveau africain. Les banques américaines sont détenues par les Américains, il en est de même des banques européennes et de même des banques chinoises et ainsi de suite. Alors, c'est en Afrique seulement que les banques sont détenues par d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons avoir un contrôle sur nos capitaux. On peut accueillir des banques étrangères, bien sûr, mais voyons, avec la COVID-19, avec les différents États qui avaient l'habitude d'envoyer de l'argent en Afrique, il y a eu des restructurations. Voilà pourquoi Afrexim Bank a dû utiliser 2 millions de dollars pour acheter des vaccins. Il y a des risques avec les autres banques. Et l'autre, dans certains endroits, il a fallu gérer les choses en temps de crise. C'est pourquoi, au sein d'Afrexim Bank, nous disposons d'une stratégie afin d'appuyer les institutions financières africaines pour leur permettre d'acquérir les banques étrangères, internationales qui sont en train de quitter l'Afrique. Ce que nous essayons de faire, c'est de nous assurer que une grande part du système bancaire, l'accès de ces banques soit contrôlé par des banques qui sont détenues par des Africains. Voilà ce que nous faisons pour le continent. Je pense que c'est la seule manière pour que les PME puissent avoir accès aux capitaux. Parce qu'en fait, il y a une discrimination. C'est parce que le comité de crédit de certaines des banques sont situés au siège. Alors, si on entend un nom qui n'est pas connu du comité de crédit, la probabilité pour que ce prêt soit approuvé est très faible. Et nous le savons tous. Il faut changer les choses, établir des liens qui permettront aux banques africaines de renforcer le rapport entre les banques nationales et hisser
le niveau des banques africaines au sein des affaires. Je pense que c'est la seule manière que nous pourrons faire avancer les affaires en Afrique et l'Afrique va commencer à embrasser le développement. Merci à vous, professeur, également à vous, Son Excellence, Monsieur Méné. Les échanges avec vous sont riches d'enseignements. Peut-être que nous allons prendre une photo de famille assez rapidement et ensuite nous pourrons accueillir les autres panélistes.